sauf s'il y a un consentement explicite de l'individu, n'importe qui à l'intérieur de l'entreprise n'a pas le droit de voir l'identifiant et le mot de passe d'un individu externe, parce que c'est d'une donnée personnelle. Donc tous les serveurs normalement internes et externes doivent avoir un cryptage pour qu'on ne puisse pas avoir les mots de passe des extérieurs. Et à tel point que si quelqu'un vous le demande, vous ne pouvez pas lui donner. Vous ne devez pas lui donner. C'est pour des questions, pas de consentement. Là, on a le consentement, c'est des questions de sécurité. C'est que si vous êtes attaqué et que la personne pique les identifiants mots de passe avec toute la base et repart après, ben lui, il peut vous attaquer en disant que vous n'avez pas sécurisé ses données et on sait plein de choses sur lui maintenant. C'est le dernier volet du RGPD qui insiste pour le fait que vous ayez tout mis en place pour qu'il y ait sécurité. Il faut sécuriser son site web, tant dans les données qu'elles ont, tant dans le langage qu'il a, tant dans les accès qu'on lui donne. Ça peut donner un avantage concurrentiel. Créer de nouveaux services, bon ça j'essaie de gagner un petit peu de temps, notamment la portabilité, montrer, je récupère vos données, mais vous pouvez les récupérer si jamais, grâce aux données que j'ai récupérées d'autres, je peux peut-être faire de nouveaux services. Donc ça va donner un business aussi de data qui va pouvoir circuler entre prestataires. Après, on a amélioré la sécurité des données de l'entreprise. Ça, c'est assez important. C'est que toutes ces données, pour pouvoir regarder comment elles sont faites, par exemple, vous collectez des données qui doivent être cryptées, où les mots de passe ne doivent pas être en clair, etc. Donc, vous allez faire des efforts de sécurité par rapport au RGPD. Ces efforts de sécurité ont un coût, mais aussi des avantages indirects, parce que la société est mieux sécurisée. Donc, ça permet d'améliorer la sécurité de l'entreprise. Toutes les entreprises qui soient établies sur le territoire de l'Union européenne. Alors ça paraît logique, donc les entreprises européennes entre elles, mais pas qu'elles, y compris celles qui ont pour activité cible des résidents européens. Donc là, on vise par exemple les GAFAM qui ont leurs sièges sociaux, pas toujours en Europe, même souvent aux États-Unis ou ailleurs. Ils sont quand même concernés à partir du moment où ils traitent comme cible des personnes qui sont dans l'Union européenne. Donc, en résumé, tout organisme, quelle que soit sa taille, à partir du moment où son pays d'implantation ou l'activité est dans l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Quelques exemples. Alors, évidemment, ça peut être directement le nom, le prénom, l'âge, etc. Faites attention aux données sensibles. Le sexe, la religion, il y a des choses qui sont interdites. Si, par contre, vous collectez une adresse email d'une entreprise, c'est-à-dire contact@entreprise.com, ça, ce n'est pas une donnée personnelle. L'objectif surtout, c'est de bien comprendre que le traitement de données personnelles doit toujours avoir un but. Vous ne pouvez pas récupérer des données et faire n'importe quel traitement. Les données personnelles sont données toujours dans un objectif, d'un but précis. Vous devez dire dans la transparence quel est le but de ce traitement. C'est ça qui est important. Vous dites, attendez, je fais un énorme formulaire, je collecte tout, je verrai ce que j'en fais. Ça, ce n'est pas autorisé. Vous faites un formulaire dans un but et vous devez dire ce que vous allez en faire et quel est l'objectif et combien de temps vous allez les garder et pourquoi. Et avoir le consentement. Maximal, vous ne devez pas garder des données au-delà de 3 ans par rapport à un traitement qui a été explicitement consenti par un individu. Je te donne ces données, c'est fait pour ça. Bon, je les garde pour l'instant. Le traitement a été fait. Ben, vous les gardez 3 ans. S'il n'y a pas d'autre traitement à ces données, vous les supprimez, vous êtes obligé. Donc, vous voyez, ça c'est aussi lié au droit à l'oubli. Si par contre, dans une relation contractuelle d'activité, vous êtes obligé, on ne va pas supprimer, par exemple, on a l'obligation dans les centres de gestion de garder des données pendant 30 ans. On ne va pas supprimer certaines données au bout de 3 ans, ça n'a pas de sens non plus. Mais dans le traitement normal, lié à un consentement à une tâche spécifique, vous devez garder 3 ans. À chaque fois que vous collectez des données, dans n'importe quel support, un formulaire web, un bulletin d'adhésion, n'importe quoi, vous devez mettre les mentions d'information. En général, c'est simple, ça doit renvoyer tout simplement à votre politique de confidentialité, qui est une nouvelle rubrique que vous mettez en bas d'un site web ou que vous mettez en bas d'une information, d'un bulletin ou d'un document. Donc il faut faire un document de politique de confidentialité. Ça veut dire grosso modo tout ce que vous collectez et quel est l'objectif de la collecte. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez ça en bas de document ou en bas des formulaires. Donc, vous devez permettre aux personnes avec lesquelles vous collectez des données de pouvoir rectifier ces accès, de modifier ces données. Il y a une chose qui est très importante à comprendre sur le consentement. Il n'est plus possible de se contenter, comme on faisait autrefois souvent, qu'in dimo consent. C'est-à-dire que
Moi, de toute façon, j'ai envoyé un document, il ne m'a pas répondu, donc c'est qu'il est OK. Ça, c'est pas possible. Le consentement doit être réel. Il faut qu'il y ait des cases à cocher. Il faut que la personne valide qu'il y a un consentement éclairé. Et en plus, vous avez une traçabilité de ce consentement en cas de contrôle. Donc, il a vraiment donné son consentement tel jour, telle date. Première chose, on recense ses fichiers. Alors ça, c'est assez galère. C'est ce qui prend le plus de temps. Qu'est-ce que j'ai comme fichier? Qu'est-ce que je collecte comme fichier? On commence à faire une liste. Après, on fait ce qu'on appelle normalement un registre. Et pour chaque activité, on doit mettre quel est l'objectif poursuivi, quelle est la catégorie de personnes concernées, quand le traitement, etc. Vous voyez? Alors, il n'y a pas des milliers de traitements dans une TPE, mais ce registre n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillé. Parce que s'il y a quelqu'un de la CNIL débarqué, bah vous diriez, c'est quoi votre traitement? Qu'est-ce que vous avez fait pour le RGPD? Ah, j'ai fait plein de choses. Bah, montrez-le-moi. Bah, j'ai fait ci, fait ça. C'est beaucoup plus simple de montrer son registre. Donc, les TPE, et plus que les TPE, ont une dérogation en ce qui concerne la tenue des registres. Ils doivent inscrire dans le registre tout ce qui n'est pas occasionnel. Tout ce qui est occasionnel, c'est un petit traitement, là vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'êtes pas obligé de mettre dans le registre. Par contre, tout ce qui est routinier, tout ce qui est important, tout ce qui est annuel, eh bien, vous le mettez dans le registre. Alors, il y a ceux aussi qui comportent un risque. Donc évidemment, tout ce qui est domaine de santé, ça comporte un risque. C'est important de mettre dans le registre. Ça concerne les sites web, les bases de données internes, ça concerne aussi les fiches de paye. Donc ça concerne la totalité des données, de ce qu'il y aurait comme données personnelles, y compris la date d'anniversaire ou la date d'entrée d'un salarié sur la compta ou le social. Ça, c'est des données personnelles. Donc tout est concerné dans les données personnelles. Mais à partir du moment où vous collectez ces données, il va falloir se poser la question, est-ce que j'ai la légitimité de les avoir ou pas? Enlevez toutes les choses qui ne vous servent à rien. Et là, vous montrez que vous jouez la transparence, que vous les informez.